lynchien. Combien de fois est-ce qu'on a entendu ou même utilisé ce mot, parfois de façon complètement absurde? Genre le film est un peu perché, psychédélique, difficile à comprendre, ça y est, il est lynchien. Et même sur des films que j'adore, je pense à Donnie Darko, combien de fois j'ai entendu c'est le meilleur film de Lynch qui ne soit pas réalisé par David Lynch. Et ça en dit long sur un auteur quand son nom de famille devient un adjectif, quasiment un genre à lui tout seul. Je l'ai répété plein de fois dans mes vidéos, mais David Lynch c'est mon réalisateur préféré. C'est un de ses premiers cinéastes m'ayant aidé à aimer le cinéma, à comprendre pourquoi j'aimais, et à comprendre aussi ce que c'était un auteur, quelqu'un qui avait des thématiques récurrentes, un style de mise en scène, etc. Alors en hommage à ce très grand monsieur du 7e art qui nous a quittés en janvier, je vous propose une rétrospective complète de son œuvre. Ça a été un gros projet, des mois et des mois de travail, donc j'espère vraiment que vous allez aimer ces vidéos. Ça explique aussi ce petit changement face cam, parce que c'est tellement long, il fallait que je m'aide un petit peu au montage. J'espère que vous allez apprécier quand même, installez-vous confortablement. Je vous propose 4 vidéos. 3 vidéos qui vont aider à explorer les courts-métrages et les longs-métrages de David Lynch, et une dernière vidéo dans laquelle on va parler des séries, particulièrement de Twin Peaks. On démarre notre histoire en 1946, mais d'abord, un petit mot sur notre partenaire du jour, Oli. L'été arrive enfin, et vous avez envie de boire quelque chose de frais en évitant les sodas classiques qui sont bourrés de sucre. Oli, c'est la solution idéale. Pas de sucre, pas de taurine et des arômes naturels. C'est tout simplement une solution plus saine au soft drink habituel. La commande arrive avec des petits sachets et un seul shaker pour tout mélanger. Ça évite de jeter 50 canettes par semaine et donc c'est plus écologique. Vous voyez ma commande est arrivée et elle ressemble à ça. Et donc à ça si on l'ouvre ensemble. Vous pouvez choisir entre différentes gammes. D'un côté il y a la gamme Iced Tea, vous avez aussi la gamme Energy, et enfin, la gamme Sportive Hydration. Personnellement, la gamme que j'utilise le plus, c'est la gamme Iced Tea, particulièrement dans les longues sessions d'écriture, de montage. J'aime bien avoir quelque chose qui a du goût, pas juste de l'eau. Mon goût préféré, c'est le Lemon Honey Black Tea. Si vous voulez vous aussi trouver votre saveur préférée, je vous conseille les packs découvertes. Et pour découvrir, avec le code promo Cinescope5 qui s'affiche ici, ou là, quelque part, vous bénéficiez de 5 € de réduction dès votre première commande. Donc si vous voulez vous hydrater plus sainement et en même temps soutenir la chaîne, ça me file un super coup de pouce, vous avez qu'à utiliser le lien qui sera épinglé en premier commentaire, et il y aura mon code promo, ce sera dans la description aussi, n'hésitez pas. Et maintenant, retour à la vidéo. David Lynch naît le 20 janvier 1946 dans le Montana. Son père travaille au département de l'agriculture, sa mère c'est une professeure de littérature qui va devenir femme au foyer après sa naissance. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, de par le travail de son père, David Lynch va énormément voyager et déménager dans sa jeunesse. Quand il a à peine 14 ans, il a déjà vécu dans le Montana, à Washington, en Caroline du Nord, en Idaho, en Virginie, des villes à chaque fois de taille moyenne, très souvent près des forêts. Et ouais, on place ça là parce que la forêt et la banlieue américaine, les villes de taille moyenne, c'est des choses qui vont obnubiler David Lynch dans le reste de son cinéma. Dès son plus jeune âge, David, ça va être une contradiction ambulante. D'un côté, c'est quelqu'un qui, de par les multiples déménagements, a l'habitude de s'intégrer très facilement, il dit lui-même qu'il était très sociable, qu'il se faisait très rapidement des amis, et de l'autre, il souffre d'agoraphobie. Il ressent très souvent le besoin de s'isoler, de partir en nature tout seul. Il affirme d'ailleurs que son angoisse en société a été vraiment multipliée après avoir vu Wait Till the Sun Shines Nelly, un film de Henry King qu'il a vu alors qu'il n'avait que 6 ans. Et déjà, on a un rapport de fascination presque malsain qu'il entretient avec le cinéma, quelque chose qui lui procure des peurs profondes, mais en même temps qui le fascine. En parlant de fascination et de peur, un jour, alors qu'il est en train de jouer dehors avec son frère, David Lynch va avoir une vision particulièrement troublante qui va vraiment le marquer pendant très longtemps. Out of the darkness comes this kind of like a strangest dream, and she was completely naked.
and I think her mouth was bloodied. And she came closer and closer, and my brother started to cry. Rien que cette base de souvenirs suffit déjà à nous donner une idée claire de ce à quoi ressemblera le cinéma de David Lynch. Comme beaucoup de personnes qui ne rentrent pas vraiment dans les clous de la société, Lynch ne sera pas un élève assidu. Il va énormément sécher les cours, il va se faire virer très souvent, et en fait très rapidement, il décroche complètement du système éducatif. Au lycée, il apprend que le père d'un de ses amis est un peintre, et c'est la première fois de sa vie qu'il réfléchit au fait que l'art, ça peut être un métier, qu'on peut en vivre. Quand il entend ça, lui vient l'idée de louer son propre studio. Il va le louer avec un ami qui va le suivre très longtemps, Jack Fisk. Dans la foulée, Lynch s'inscrit dans la School Museum of Fine Arts de Boston et se dit qu'il a enfin trouvé sa voie. Mais voilà, même dans un milieu artistique, Lynch n'est pas quelqu'un de scolaire. I never studied. I never did anything. I hated it so much. I hated it like powerful hate. En fait, il ne va même pas tenir la première année. Et pour l'anecdote improbable, cette année-là, David Lynch va se retrouver à loger chez lui un de ses professeurs de l'école d'art, qui est en plein divorce. Le professeur va squatter chez lui très longtemps, va même carrément lui piquer sa chambre. David Lynch dort par terre parce qu'il n'ose pas s'opposer et simplement dire à son prof de trouver un autre endroit où rester. Et cette idée là encore, je trouve qu'elle résume bien le cinéma de David Lynch. Dans le cinéma de Lynch, on va souvent avoir des personnages qui ont peur de la confrontation, qui évitent le conflit, quitte à se sacrifier eux-mêmes. C'est pas des grands héros valeureux dans le cinéma de Lynch, on est plutôt sur du perdant magnifique, vraiment pas adapté pour parler aux autres. Et donc, plutôt que de confronter son professeur, Lynch a une idée géniale, démissionner. Comme ça le force à déménager. Après sa démission, Lynch va partir en voyage en Europe, toujours avec son ami Jack Fisk. C'est un voyage qui est censé leur permettre d'étudier l'art en Autriche pendant 3 ans. Le truc, c'est que ça va durer 2 semaines. En 2 semaines, ils visitent essentiellement la France, gaspillent tout leur argent et se rendent compte qu'ils n'ont aucun plan B et qu'ils doivent donc rentrer chez eux aux États-Unis sans passer par l'école d'art qu'ils rêvaient de faire. À son retour, Lynch va s'inscrire à la Pennsylvania Academy of Fine Arts de Philadelphie. Il va y voir une exposition des tableaux de Francis Bacon et là encore, ça va changer sa vie. C'est vraiment une rencontre artistique qui le transcende, ces tableaux de Bacon. Et en parallèle, il rencontre Peggy Ravy en 1964 et il l'épousera en 1967 alors qu'elle est enceinte de leur fille Jennifer. On a un étudiant en art dans une situation on ne peut plus précaire qui vit dans une ville de Philadelphie que le couple va décrire comme un véritable cauchemar à ciel ouvert. Une ville extrêmement sombre, violente, avec beaucoup de criminalité. Pas la situation idéale pour attendre la naissance d'un premier enfant. Et retenez bien cette angoisse de la parentalité et de la ville violente parce qu'elles seront au centre du tout premier long métrage de David Lynch. On en parle un petit peu plus tard. Mais avant cela, David Lynch commence enfin à mettre en scène ses premiers courts-métrages. C'est en 1966 que David Lynch va réaliser son tout premier court-métrage qui s'appelle Six Figures Getting Sick, avec une caméra 16 mm et un budget dantesque de $200. Le dispositif est extrêmement simple, et en fait c'est bien plus un tableau animé qu'autre chose. On note tout de même un travail déjà présent sur le son, qui est particulièrement marqué, et plus globalement un amour pour les œuvres déconcertantes et expérimentales. Je l'ai aidé en fabriquant des moulages de lui, et il a fait la même chose avec moi. Comme ça, il avait des silhouettes et des têtes qu'il a collées sur la toile. Il a créé un film d'animation qu'il a projeté dessus et il a rajouté des bruitages. Et l'air de rien, ce petit court-métrage étudiant va lui ouvrir des portes. Pour commencer, il reçoit un prix important qui est décerné chaque année par l'Academy of Fine Arts. Et ce court-métrage attire l'attention de Barton Westman, un ancien étudiant de l'Académie qui tout simplement va lui commander un nouveau projet. Cette fois-ci, le budget est multiplié par 5. Westman lui confie $1000 et lui demande de réaliser un nouveau court-métrage. Et à vrai dire, il a carte blanche, il peut faire à peu près ce qu'il veut.
Avec cet argent, Lynch s'achète une nouvelle caméra de chez Bolex, une 16 mm, et il commence à se former en autodidacte aux techniques de la mise en scène. On l'a dit, c'est pas quelqu'un de très scolaire, il n'a pas appris grand chose de ses cours sur le cinéma. Lynch va passer 2 mois à élaborer son court-métrage. Un court-métrage de 2 minutes 25, dans lequel on assistera aux toutes premières prises de vue réelles du cinéaste. Il utilise la technique du split screen et pour l'actrice, c'est simplement son épouse Peggy qui est devant la caméra. Mais voilà, il va y avoir un petit souci technique. En fait, lorsqu'il envoie son projet au labo, Lynch se rend compte que sa nouvelle caméra qu'il a achetée et dont il est très fier, elle est défectueuse. Et tout ce qui lui reste entre les mains, ce sont des images floues, absolument pas exploitables. Il prévient Barton Wasserman, ce dernier va logiquement annuler sa commande, mais il décide de laisser l'argent tout de même à David Lynch, il lui demande pas de rembourser et il lui dit même de garder ce qui reste pour faire un nouveau court-métrage. Et ça c'est très important parce que ce qui lui reste, c'est le budget qui l'aidera à tourner The Alphabet. Là encore, on a un court-métrage avec des prises de vue réelles qui met en scène Peggy, et c'est un court-métrage extrêmement personnel. Remettant en cause le principe d'apprentissage et d'éducation, David Lynch décrira le cours en ces termes. L'idée était de donner l'impression que l'école est une forme d'enfer. Et ça fonctionne. Pour le reste de l'aspect technique, David Lynch va louer un magnétophone, et là encore, l'appareil va être défectueux. Les imperfections sonores collent parfaitement à l'atmosphère qu'il veut créer. Et honnêtement, The Alphabet, c'est une expérience sensorielle extraordinaire. Je décris souvent David Lynch comme le meilleur réalisateur de films d'horreur qui n'a jamais réalisé le moindre film d'horreur. Et pour moi, tout était là dès The Alphabet. Sur les conseils d'un ami, David Lynch va envoyer The Alphabet à l'American Film Institute. En même temps, il glisse 8 pages du nouveau court-métrage sur lequel il travaille. L'AFI adore son travail et il lui confie une bourse de 5000 $ pour qu'il mette en scène The Grandmother. Là encore tourné dans son appartement à Philadelphie et avec l'aide de Peggy. Le concept de ce nouveau court-métrage est une fois de plus singulier. Un enfant qui est sans cesse puni par ses parents fait pousser une grand-mère aimante dans sa chambre. Avec une durée de 34 minutes, il s'agit du premier projet relativement long réalisé par David Lynch. Après cette expérience fondatrice, David Lynch se voit proposer une place au conservatoire de l'American Film Institute. Départ pour Los Angeles, il ne le sait pas encore, mais ce déménagement va changer sa vie. Comme à son habitude, David Lynch ne va pas du tout se plaire dans cette nouvelle école. En fait, au bout de quelques semaines à peine, il pense déjà à quitter le conservatoire. Jusqu'au moment où il se voit proposer de réaliser son premier long métrage, un long métrage étudiant qui aurait le soutien de l'AFI. À ce moment-là, il travaille sur un scénario qui s'appelle Garden Back. Il le présente à l'AFI, mais on lui demande de rallonger l'histoire et il se rend rapidement compte qu'il n'a pas envie de l'étirer inutilement. Et c'est là que lui vient une nouvelle idée, Eraserhead. Le synopsis est simple. Henry Spencer est saisi d'anxiété alors qu'il attend la naissance de son enfant à naître dans un monde post-industriel et dystopique. On est juste au début de l'année 1971 quand David Lynch lance le projet Eraserhead et il est très loin de se douter qu'il va être là-dessus jusqu'en 1977. Lorsqu'il présente son projet devant un jury à l'AFI, il est à 2 doigts d'être complètement rejeté, sauf que dans le jury il y a un cinéaste, le cinéaste tchéco-américain Frank Daniel, qui menace tout simplement de démissionner si on ne confie pas une bourse à ce jeune cinéaste en herbe complètement taré pour qu'il fasse son projet. Voilà, comme quoi un membre du jury a pu changer la trajectoire d'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Une fois le projet validé, l'American Film Institute est prêt à investir 10 000 $ dans Eraserhead, ce qui pour l'époque et pour un long métrage étudiant est loin d'être ridicule. Alors que la pré-production commence, David Lynch va repérer dans les locaux de l'American Film Institute un bâtiment abandonné qui servait autrefois à loger les domestiques, mais qui contenait également des garages, une serre ou encore des écuries. Et à ce moment-là, tout le bâtiment est à l'abandon.
C'est au milieu de ces briques délabrées que David Lynch décide d'élire domicile. Dans les 5 années qui vont suivre, Lynch va sans relâche construire les décors, les accessoires et créer avec une toute petite équipe l'univers Eraserhead. Il est loin de s'en douter, mais le tournage va être très long. Il commence le 29 mai 1972 et il ne s'achèvera qu'à l'été 1975 quand il commence la phase de montage. Une durée de tournage qui s'explique notamment par le manque de moyens. En fait, il doit régulièrement s'arrêter parce qu'il n'a plus du tout le budget pour continuer. Et puis, tous les membres de l'équipe travaillent à côté. Ils ont bien besoin de payer les factures, de manger, donc ils ont tous des petits jobs en parallèle. L'autre raison de cette lenteur, c'est que la plupart des séquences, elles sont tournées de nuit. Bah ouais, c'est le seul moment où le campus est suffisamment silencieux pour permettre une prise de son optimale. Et en parallèle, la vie privée de David Lynch se dégrade complètement. Si elle était toujours extrêmement active dans la vie artistique de son mari à Philadelphie, Peggy disparaît complètement de l'équation pour Eraserhead. Et ça, elle le vit très mal. Elle finit par se sentir totalement mise à l'écart de la vie de son mari, et en 1974, Peggy et David décident de divorcer. À ce moment-là, Lynch vit littéralement sur le plateau de tournage. Il passe ses journées sur place, il tourne la nuit, toute sa vie tourne autour de ce film qui le rend fou. Et puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, c'est à ce moment-là que la FI lui demande de libérer les lieux. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est en train de squatter ses écuries, ça plaît pas du tout à l'école, il est obligé de partir. Côté budget, Lynch a l'énorme chance d'être ami avec Jack Fisk, qui voit sa carrière décoller très rapidement. Fisk se fait repérer et va travailler avec Terrence Malick, Brian De Palma, et plus tard, il va collaborer avec David Lynch à maintes reprises. D'autant que Fisk va épouser l'actrice Sissy Spacek. À l'époque, c'est pas encore la Sissy Spacek qu'on connaîtra, mais elle est déjà en train de percer. Et donc, autant Jack Fisk que Sissy Spacek vont régulièrement donner de l'argent pour étirer un petit peu le budget d'Eraserhead et permettre à Lynch, tout simplement, de continuer son projet. Au beau milieu du tournage, Eraserhead va perdre son chef opérateur. En effet, Herb Cardwell quitte le projet pour des raisons financières, et là encore, ça se comprend. Sur le coup, tous les gens impliqués dans Eraserhead sont des bénévoles. Lynch essaie de leur donner un petit quelque chose quand il peut, mais même lui galère à survivre. C'est finalement Frederick Helms qui va devenir le directeur de la photographie, et il s'agira d'un tremplin super intéressant pour Helms. Plus tard, ce sera un collaborateur régulier de Jim Jarmusch ou de Ang Lee, vraiment un nom très respecté parmi les grands techniciens à Hollywood. Malgré les difficultés, les retards, les temps de pause, les problèmes d'argent, l'ambiance sur le plateau est étrangement super agréable. La petite équipe reste passionnée. En fait, tout le monde a envie de voir ce film progresser, de lui donner vie. Même si David Lynch tient à perfectionner chaque détail, jusqu'au moindre élément du décor, tout le monde peut proposer des idées sur le plateau. C'est comme ça qu'est née la coiffure iconique du personnage principal. Charlotte Stewart, qui joue Marie dans le film, s'est mise à crêper les cheveux de Jack Nance juste pour rire. Quand David Lynch est entré dans la pièce et a vu cette coiffure, il a simplement déclaré « c'est ça ». Et voilà comment, par un pur hasard, c'est devenu la coiffure iconique du personnage. Notons que Charlotte Stewart était particulièrement impliquée, puisqu'elle a également confectionné elle-même les vêtements de Mary. L'actrice travaillera par la suite avec David Lynch sur les 3 saisons de Twin Peaks, ainsi que sur le film Firewalk With Me. Et voilà comment elle décrit la façon singulière qu'avait David Lynch de diriger ses acteurs dès Eraserhead. Il est très discret et ne donne jamais d'indication quand d'autres personnes écoutent. Il vient vous voir, il est très calme, il vous chuchote à l'oreille. C'est une direction d'acteur vraiment confidentielle. Au début de l'année 1976, après 8 mois d'un montage acharné, David Lynch a enfin terminé Eraserhead. Le défi sera maintenant de faire vivre son film. Mais le projet est tellement étrange que c'est pas gagné d'avance. Quand Lynch travaillait sur le mixage de son film à l'American Film Institute, des représentants du Festival de Cannes s'étaient montrés super enthousiastes face aux quelques images qu'ils avaient pu voir. Le truc, c'est que Lynch envoie Eraserhead au Festival de Cannes et se mange un refus bien salé. Idem pour le New York Film Festival. En fait, personne, absolument personne ne semble vouloir projeter Eraserhead. C'est finalement au Filmex, un grand festival de Los Angeles, que Eraserhead sera projeté pour la première fois devant un public. Et pas de chance, le critique de Variety qui est présent à la première déteste le film.
Mais cette projection va aider sur un point. En voyant les réactions assez outrées du public, Lynch comprend qu'il doit raccourcir son film. Il va couper 20 minutes, et donc le montage final auquel on assistera est 20 minutes plus court que ce qui a été montré au Filmex. C'est au Cinema Village de Manhattan que Eraserhead, version définitive, sera projeté pour la première fois devant un public neutre, pas forcément des professionnels du cinéma. Et comment dire, 26 spectateurs le premier soir, 24 le deuxième, il allait falloir attendre avant de faire salle comble. C'est alors qu'entre en scène Ben Barenholtz. Producteur et distributeur new-yorkais renommé, il était un des investigateurs des célèbres séances de minuit. Ces séances, elles mettaient en avant des films étranges, déviants, psychédéliques. C'était vraiment cette époque où le cinéma expérimental ravissait tout un pan du public américain qui était adepte de la contre-culture. C'était quelque chose en pleine expansion à l'époque. Dans les classiques des séances de minuit, on peut citer Pink Flamingo ou encore le Rocky Horror Picture Show, des classiques parmi les classiques. Lorsqu'un accord est trouvé pour diffuser Eraserhead lors de ces séances, Ben Barenholtz déclare à David Lynch « Je ne vais pas faire beaucoup de publicité, mais je peux te garantir que dans moins de 2 mois, les gens vont se battre pour voir ton film. » Et il avait raison. Entre fascination, rejet, dégoût, Eraserhead va déchaîner les passions. I thought it was the ultimate suspense thriller. I kept waiting for something to happen and it never did. Gosh, it was the best thing I've seen all year. Some inane, bizarre person with a disturbed mind wrote that film and I did not enjoy it. I enjoyed it very much. My kind of movie. I liked it. I've seen it 5 times. Le film sera diffusé 99 semaines aux séances de minuit du cinéma Waverly à New York. Une année entière au Roxy Theater de San Francisco et 3 années consécutives au Nuart Theater de Los Angeles. Avec le temps, après des années de rediffusion, on estime que le film a fini par remporter plus de 7 millions de dollars. Et c'est complètement fou pour son budget de 100 000 $. Et tous les participants du projet qui étaient essentiellement bénévoles, on l'a dit, touchent encore aujourd'hui un chèque annuel. Vraiment un projet au destin extraordinaire. Mais alors Eraserhead, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que son aura culte est justifié ou est-ce qu'on a juste une bizarrerie qui a collé à l'esprit de l'époque mais qui vieillit super mal? Expérience sensorielle. C'est probablement le meilleur moyen de décrire Eraserhead, une expérience sensorielle totale. Dès les premières secondes, on sait à quoi s'attendre. Ce noir et blanc d'une profondeur inouïe, ce travail sur le son qui vient créer une atmosphère de tension, on a la sensation de vivre dans un cauchemar industriel et mécanique. La maîtrise visuelle et artistique du film est telle qu'on oublie souvent qu'il s'agissait d'un simple film d'études à la base. On y trouve déjà tout le cinéma de David Lynch, la tension horrifique, son amour pour la musique et les séquences chantées, l'humour noir, la tension sexuelle, le drame, l'absurdité monstrueuse et surtout la lueur d'espoir. Parce que oui, à première vue, cette histoire d'un jeune père qui doit s'occuper d'un bébé monstrueux que la mère finit par abandonner, ça peut sembler terriblement sombre. On le sait, Lynch a toujours refusé d'expliquer son film. Cependant, un point m'a marqué dans sa biographie. Il parle de Eraserhead comme d'un film lumineux qui correspond à son éveil spirituel par la méditation. M'est alors venue une question, et si on s'était tous trompés quant à la signification du film ? La première interprétation évidente, c'est de penser qu'il s'agit d'un film sur l'angoisse de la parentalité. Et c'est le cas, au moins partiellement. Évidemment, ça n'est pas anodin quand on connaît le contexte d'écriture et de tournage du long métrage. On peut voir le personnage de Henry comme une représentation du cinéaste, un jeune travailleur qui vit dans un appartement minuscule et délabré, qui est confronté sans le vouloir à la parentalité et aux responsabilités qui vont avec. Une rencontre angoissante avec les beaux-parents, la peur de l'engagement, l'absence de sommeil avec les pleurs du bébé, et puis cette solitude absolue lorsqu'il doit s'occuper d'un enfant malade après le départ de Marie. Henry subit cette angoisse parentale jusqu'à la peur de perdre son identité, la peur de l'effacement, très littéralement illustrée par le cauchemar qu'il fait, dans lequel sa tête se détache de son corps et finit par être recyclée en gomme, le Eraserhead du titre, vous avez compris.
Mais il y a quand même un truc qui cloche si on s'en tient uniquement à cette interprétation, et c'est la fin du film. Henry tue la créature avant d'accéder à une sorte de paradis mental, une illumination spirituelle. Si c'était la seule façon d'aborder Eraserhead, on aurait affaire à un jeune papa qui tue symboliquement son enfant et le film comme un happy end. De quoi sacrément inquiéter sur l'état psychologique de l'homme derrière la caméra. Sauf que il y a un élément clé qui manque dans cette interprétation, et c'est le rapport au rêve. C'est la base absolue du cinéma de Lynch, et il décrivait lui-même Eraserhead comme un rêve sombre et troublant. Et si tout n'est qu'un rêve fiévreux, il faut prendre en compte le fait que rien ne peut s'analyser de façon aussi littérale, comme si le film prétendait se dérouler dans notre monde. Après tout, dès le premier plan, on voit que la planète entière fusionne avec la tête, et donc symboliquement l'esprit, de notre protagoniste. Tout ce que l'on voit est à remettre dans le contexte de la perception troublée de Henry. Pour comprendre le thème principal, il faut donc revenir à un indice que nous laisse Lynch durant tout le film, la fenêtre dans la chambre du protagoniste. Quand Henry est chez lui, d'innombrables plans nous montrent cette fenêtre qui donne sur un mur de briques, symbole évident de l'enfermement, de l'étouffement psychologique ressenti. Mais tout va changer après le fameux cauchemar de la tête et des gommes, et donc juste avant que Henry ne tue le bébé monstre. À son réveil, Henry marche vers la fenêtre. On retrouve les briques, sauf qu'au plan suivant, elles disparaissent. Henry peut enfin voir ce qui se passe à la fenêtre, et il assiste à une agression, potentiellement à un meurtre. Choqué, il semble chercher de l'aide, mais il ne trouve personne. Ce plan de Henry qui regarde à la fenêtre, choqué, vient faire écho à un des tout premiers plans du film. Henry crie sans voix dans une sorte d'immensité silencieuse, et le plan suivant, un homme, sobrement appelé l'homme sur la planète et joué par Jack Fisk, regarde silencieusement à la fenêtre. Il sursaute, puis active un levier qui va symboliquement donner vie à l'enfant de Henry, puisque le plan suivant vient superposer le protagoniste à une sorte d'étrange spermatozoïde. Autrement dit, l'enfant monstre est né de la peur. Il symbolise la peur de Henry face à la violence à laquelle il est confronté. Et cette idée nous rappelle que Lynch n'était pas seulement confronté à la parentalité en écrivant et tournant Eraserhead. Il parlait de la ville de Philadelphie, qu'il a continuellement décrit comme une ville violente. Une ville de peur et de désespoir. Avec cette idée en tête, on se dit que la séquence d'ouverture de Eraserhead filme la naissance de la peur face à une ville industrielle, décadente et brutale. Et il faut attendre de voir ce qui se passe derrière la fenêtre pour comprendre comment est née cette peur. La créature n'est pas tant l'enfant de Henry et Mary qu'elle est le résultat fécondé par la peur, le traumatisme né de la violence dont a été témoin le protagoniste. À partir de cette idée-là, tout devient plus clair. Mary n'abandonne pas son enfant, elle est repoussée par la peur. Cette même peur qui paralyse Henry chez lui, qui pourrait l'effacer symboliquement et d'une façon plus radicale encore. Henry tente d'échapper à cette peur avec sa voisine, mais elle va s'enfuir dès qu'elle comprend ce qui le hante. Elle voit sa peur pour ce qu'elle est, une planète sombre qui dévore toute lueur d'espoir. Et lors du cauchemar menant à son émancipation, Henry voit sa tête littéralement remplacée par celle de l'enfant monstre, effacée par le visage incarné de l'effroi. C'est d'ailleurs après avoir compris d'où lui venait cette peur, après s'être à nouveau confronté à la violence du monde extérieur, que Henry va faire le lien et trouver la force de tuer cette peur. Il ne s'agit évidemment pas d'un appel à l'infanticide, mais bel et bien d'une émancipation. Henry a compris. Réconforté par la dame du radiateur, il sacrifie sa peur pour avancer. Et c'est seulement au prix de cet effort qu'il peut enfin atteindre une forme d'illumination, de paradis mental. Il s'est libéré de ce sentiment qui l'emprisonnait. La planète sombre est détruite. Ça n'est pas étonnant que Lynch raconte avoir ajouté le personnage de la dame du radiateur quand sa vie personnelle commençait à aller mieux. Elle représente l'espoir, la force, le courage. Elle offre à Henry l'émancipation dont il avait tant besoin. Après tout, elle lui promet qu'au paradis, tout ira bien. Eraserhead, ça n'est donc pas un film étrange pour le plaisir d'être étrange, quelque chose de maniériste mais un peu creux. C'est le voyage introspectif d'un artiste et de son héros qui tuent symboliquement leur peur pour accéder à une forme de divin. L'histoire liée de ces deux hommes qui traversent l'angoisse du monde adulte, de la parentalité, d'une ville violente, avant de trouver une illumination spirituelle qui va changer leur vie. Believe it or not, Eraserhead is my most spiritual film.
Elaborate on that. No, I won't. No one sees it. Si Eraserhead a représenté un premier succès d'estime, a aidé Lynch à se faire une place dans le monde du cinéma, il va falloir des années avant qu'il soit rentable. En attendant, David Lynch a épousé Mary Fisk, la sœur de son ami Jack Fisk. Ils vivent dans un logement misérable et peinent à arrondir les fins de mois. Pourtant, le cinéaste ne baisse pas les bras. Très rapidement, il va se mettre en tête d'écrire un deuxième long métrage. Il commence alors à écrire le scénario d'un projet intitulé Ronnie Rocket. L'histoire se concentrait sur deux trames. D'un côté, un policier qui traque un criminel détournant l'électricité de toute une ville pour produire l'obscurité à la place de la lumière. De l'autre, un étrange adolescent, une sorte de monstre de Frankenstein qui était sujet à des crises provoquant de l'électricité. Il deviendrait alors une sorte de rockstar christique dans la lignée du Tommy de Ken Russell. Ce projet, il est bien connu des fans de David Lynch, déjà parce qu'il a tout pour être le film lynchien par excellence, et surtout parce que c'est un projet maudit que le cinéaste va essayer de relancer plein de fois et qui malheureusement ne verra jamais le jour. C'est pas parce que Eraserhead d'un coup est une petite sensation des Midnight Movies que David Lynch se voit ouvrir grand les portes à Hollywood. C'est là qu'entre en scène Stuart Cornfeld. Lui aussi est étudiant à l'AFI dans la section production, plus précisément. Lors de son passage à l'AFI, Stuart Cornfeld a travaillé sur plusieurs projets étudiants, mais il y en a un qui a changé sa vie, c'est avec Anne Bancroft. Ils s'étaient super bien entendus lors de ce tournage. À tel point qu'Anne Bancroft, quand elle a eu la possibilité de transformer son court-métrage Fatso en long-métrage, elle a tout de suite fait appel à lui pour qu'il soit producteur. Et ça va donner à Cornfeld l'occasion de rencontrer le mari d'Anne Bancroft, un certain Mel Brooks. Alors il a peut-être pas la même aura en France qu'aux États-Unis, Mel Brooks, mais il faut quand même se dire qu'entre les années 70 et 90, c'est un géant de l'industrie hollywoodienne. C'était l'homme dont les comédies raflaient des millions et des millions de dollars. Un nom immensément populaire, mais quelqu'un qui arrivait aussi à être respecté par les grandes institutions hollywoodiennes. En parallèle, Cornfeld avait vu et adoré Eraserhead. Il était donc allé au secrétariat de l'American Film Institute pour demander les coordonnées de David Lynch. Ils se sont rencontrés, le courant passe super bien entre les deux, et très rapidement, les deux hommes se retrouvent pour manger ensemble une fois par semaine. Cornfeld lit le scénario de Ronnie Rocket, il l'adore, il essaie de le refiler à pas mal de studios, mais encore une fois, personne n'en veut. Et après des semaines, voire des mois de tentatives sans succès, Cornfeld a une idée, il suggère à David Lynch simplement d'accepter d'adapter un scénario qui ne serait pas le sien. Faire un film de commande qui lui permettrait de gagner la confiance des studios hollywoodiens. Par un enchaînement de situations extraordinaires, Cornfeld met la main sur un scénario écrit par deux débutants. Ce scénario s'appelle The Elephant Man et il raconte la vie tragique de Joseph Merrick. Il en est convaincu, c'est le projet parfait pour lancer David Lynch. Et à ce moment-là, toutes les étoiles sont alignées à Hollywood parce que Mel Brooks lance une deuxième maison de production. Il produit déjà énormément de comédies avec Crossbow Productions, mais là, il va lancer Brooks Films. Et l'idée, c'est de produire des films plus sérieux, faire une rupture totale avec le monde de la comédie. Sauf qu'en lisant le script, Mel Brooks pense déjà à un cinéaste, Alan Parker, qui sort tout juste du très marquant Midnight Express. Stuart Cornfeld va devoir insister pour que Mel Brooks accepte de rencontrer David Lynch, de lui donner une chance. Et la première question qu'il lui pose, c'est « Qu'as-tu pensé de ce scénario ?» La réponse de Lynch va tout changer. Lynch lui répond « Je pense que c'est une histoire qui fait chaud au cœur. » En une phrase, il vient de convaincre Mel Brooks de lui confier Elephant Man. Ce que Mel Brooks avait vu, c'était une grande histoire humaine, pas quelque chose de sordide. Et le fait que Lynch ait remarqué tout d'abord cette histoire qui réchauffe le cœur, ça a tout changé. Commence alors une phase de correction du premier jet de scénario. On l'a dit, c'est deux débutants qui avaient écrit The Elephant Man, Christopher Devore et Eric Berggren. David Lynch et Mel Brooks vont être très investis dans ces réécritures, même si Brooks a refusé d'être crédité au générique parce qu'il voulait pas que son nom donne une mauvaise idée au public. En gros, que les gens viennent voir une comédie en se disant « Ouais, c'est Mel Brooks qui a écrit, c'est forcément drôle », et qui se retrouvent devant, The Elephant Man. Cornfeld écrira à propos de ces réécritures, Mel a apporté d'importantes contributions. Il a rendu l'histoire plus dramatique. Il disait
peu importe ce qui s'est réellement passé, notre préoccupation première, c'est de savoir comment l'histoire fonctionnera sur le plan émotionnel, dans le film. Une fois le scénario définitif bouclé, il faut maintenant trouver le casting. Après autant d'années passées sur Eraserhead, David Lynch a pris l'habitude de travailler avec des amis proches, une famille professionnelle. Il suggère donc Jack Nance pour incarner le rôle principal, mais là, Mel Brooks va refuser. Il lui demande de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher d'autres acteurs plus confirmés. Le nom de Dustin Hoffman va circuler un temps, mais c'est finalement John Hurt qui est retenu, alors qu'il est en plein tournage du sublime désastre La Porte du Paradis de Michael Cimino. Et si vous voulez non pas une, mais 2 vidéos complètes sur La Porte du Paradis, on en a déjà parlé, le lien va s'afficher quelque part, vous pouvez aller revoir ça dès que vous avez fini la rétrospective. À ce moment-là, Anthony Hopkins sort tout juste du joli succès de Magic, et il est sélectionné pour incarner le rôle du docteur Frederick Treves. Initialement, c'est l'acteur britannique Alan Bates qui était envisagé pour ce rôle. Anne Bancroft, indirectement à l'origine du projet, se voit elle aussi confier un rôle important. Et toute l'équipe s'envole vers Londres pour le tournage. Pas encore habitué au grand tournage, David Lynch insiste pour faire lui-même le maquillage du Elephant Man. Mel Brooks le prévient, ça risque d'être compliqué de tout gérer, c'est une plus grosse équipe, il y a de plus gros enjeux, mais Lynch insiste. Le jeune cinéaste va passer des semaines dans son atelier à confectionner ce qu'il imagine être le masque parfait. Mais pour la petite anecdote, son cobaye pour le masque, ce sera sa fille Jennifer qui est avec lui à Londres à ce moment-là. Jennifer qui a déjà passé sa petite enfance à moitié sur le tournage de Eraserhead. On n'a pas la même enfance. Le problème, c'est que quand Lynch essaye enfin le masque sur John Hurt, ça passe pas du tout. Pour son premier projet dans la cour des grands, David Lynch vient de perdre des semaines entières de tournage pour un masque qui ne fonctionne pas. Hopkins et Hurt sont tenus par un calendrier précis. Il faut absolument rattraper ce retard et tourner dans les temps. David Lynch est désespéré. Dans sa biographie, il admettra même avoir eu des pensées suicidaires pendant de longues journées et avoir voulu tout simplement abandonner le cinéma. C'est finalement Mel Brooks qui prend un vol pour Londres et qui vient rassurer son jeune cinéaste. Il lui répète qu'il croit en son talent, qu'il ne s'est pas trompé en le choisissant lui pour réaliser ce projet et qu'il va y arriver. Une fois le tournage lancé, tout fonctionne plutôt bien. John Hurt et David Lynch s'entendent à merveille. Et pourtant, les conditions de travail de John Hurt, elles sont catastrophiques. L'acteur passe 7 heures par jour au maquillage. Il arrive parmi les premiers sur le tournage à 5 heures du matin, on lui pose son maquillage et il tourne de midi à 22 heures. Et une fois le maquillage posé, il ne peut rien absorber d'autre que du liquide. Autrement dit, il passe ses journées quasiment à jeun. C'est plutôt l'entente avec Anthony Hopkins qui va poser problème. Plus expérimenté que Lynch, l'acteur estime le jeune cinéaste incapable de gérer un tel projet. Il le contredit sans cesse devant l'équipe technique, le pousse à bout, exige des changements dans les scènes, et il affirme comprendre son personnage mieux que Lynch. Il rappelle d'ailleurs très souvent à Lynch que c'est pas lui qui a écrit le scénario et qu'il n'a aucune légitimité à le contredire. Le sommet de cette lutte va tomber au pire moment pour David Lynch. Pendant le tournage, Marie et David attendent des jumeaux. Sauf qu'un soir, lorsqu'il rentre chez lui, Lynch trouve sa femme dans un état extrêmement critique. Il se rue à l'hôpital et Marie fera une fausse couche. Dévasté, après une nuit sans sommeil au chevet de sa femme, Lynch se rend de bon matin sur le tournage de Elephant Man. Et la première chose qu'on vient lui dire, c'est qu'il est convoqué dans la loge d'Anthony Hopkins. Pas de bonjour, pas de salutation, la seule chose que Hopkins lui dira c'est « Tu n'as aucun droit de diriger ce film ». Et Lynch va lui répondre « Je suis navré que tu penses ça, parce que je suis le réalisateur et que je n'ai pas l'intention de renoncer ». Anthony Hopkins ne prenait pas David au sérieux. Il pensait que c'était un imbécile et il l'a traité comme un imbécile. Des années plus tard, Hopkins écrira une lettre d'excuse à David Lynch et admettra qu'il s'était trompé sur toute la ligne. Mais les soucis ne s'arrêtent pas là. Des semaines plus tard, alors qu'il est en phase de montage, David Lynch organise une projection spéciale pour Marie. Quelques membres de l'équipe technique apprennent la nouvelle et se rendent en salle de projection. Après la séance, un des membres de l'équipe écrit un message à David Lynch et lui dit que le résultat est honteux. Il demande à ce que son nom soit retiré du générique, qu'il ne veut pas être associé à cette chose. Plus personne ne semble croire en David Lynch.
Une seconde équipe décide de faire un montage alternatif sans prévenir le cinéaste et l'envoie directement à Mel Brooks. L'idée est simple, retirer le final cut au cinéaste. Et là encore, Mel Brooks va sauver le jeune David Lynch. Il répond par un message on ne peut plus clair. Je ne veux même pas jeter un œil à ce que vous avez fait. Nous prendrons la version de David. En septembre 1980, David Lynch et Mary Fisk rentrent chez eux à Los Angeles. Ils retrouvent leur petit appartement miteux. En fait, pour eux, le tournage n'a rien changé. Tant que The Elephant Man n'est pas sorti, leur vie reste la même. Lynch n'assistera même pas aux 2 avant-premières de The Elephant Man, terrifié par la potentielle réaction du public. Elephant Man rapportera 26 millions de dollars aux États-Unis pour un budget de 5 millions. Il aura 8 nominations aux Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur. La carrière de David Lynch venait de prendre une toute autre dimension. On dit souvent, quand un cinéaste indépendant travaille pour la première fois pour un gros studio, qu'il a tendance à se faire manger, que souvent des auteurs prometteurs intéressants se font complètement broyer et livrent un film de commande impersonnel. Est-ce que c'est le cas pour Elephant Man? On voit ça tout de suite. Tout le génie de Lynch sur Elephant Man se résume en une déclaration du cinéaste à propos de son film. Le problème humain allait de pair avec la recherche formelle. L'enjeu était de ne pas tomber dans la complaisance et en même temps de donner toute sa dimension fantastique à ce drame. Tout le film va alors se construire sur cette complexité. Ne jamais tomber dans le voyeurisme malsain qu'il dénonce, constamment humaniser le personnage principal, tout en mettant en scène sa différence. Et c'est d'ailleurs la cruauté de la complaisance que Lynch va mettre en scène dès l'ouverture du film. On a une véritable montée en tension alors qu'on suit le personnage incarné par Anthony Hopkins. Il se ferait un chemin dans un freak show jusqu'au fameux Elephant Man. Les visages choqués de ceux qui l'ont vu, la curiosité malsaine, le voyeurisme, tous ces thèmes nous sont annoncés dans une longue séquence virtuose. Le film va d'ailleurs dresser à plusieurs reprises un parallèle entre le Dr Treves et Monsieur Bites, le patron tyrannique du freak show. We understand each other. We understand each other completely, my friend. Là où Bites affiche John Merrick comme une bête de foire et se fait ouvertement de l'argent sur cette exploitation douteuse, le Dr Treves va initialement répliquer les mêmes pratiques, seulement dans un cadre plus acceptable socialement. On le perçoit très clairement dans la séquence de l'amphithéâtre. La caméra filme Merrick comme une ombre désincarnée, qui n'a pas de volonté propre et à qui on nie toute notion de consentement ou de dignité, jusqu'à exposer ses parties intimes. The patient's genitals remain entirely intact and unaffected. Et c'est bien ça le thème du film, la déshumanisation et notre rapport à la différence. Cette aliénation, elle peut être brutale ou plus subtile, fruit d'une violence physique ou psychologique et sociale. Alors qu'il prenait Monsieur Bites de haut en le considérant à juste titre comme un monstre, Treves est confronté à ses propres préjugés lorsqu'il constate que Merrick n'est pas un simple idiot docile, bon qu'à apprendre par cœur les conversations qu'on lui apprend. Ce moment relève de la révélation quasi divine, Merrick qui récite les psaumes à voix haute et dévoile ainsi son érudition. Mais même là, le directeur de l'hôpital n'y voit qu'une opportunité scientifique et intellectuelle. Merrick n'est peut-être plus un monstre de foire dans un freak show, mais il est en train d'être converti en monstre de foire pour la haute société. It seems that I've made Mr. Merrick into a curiosity all over again, doesn't it? La violence est plus présentable, mais tout aussi brutale. L'évolution de Treves sera alors de comprendre qu'il se transforme en ce qu'il haïssait. En ce sens, Elephant Man, c'est un voyage initiatique pour les deux héros. Merrick doit apprendre à vivre, Treves doit apprendre à le traiter comme un égal, et non pas comme un étrange phénomène analytique. Et cet apprentissage, il est prolongé jusqu'au spectateur. Cette attente que crée David Lynch lors des premières séquences, cette façon de filmer systématiquement Merrick derrière des draps, dans l'ombre, en le cachant lors de toute la première partie du film, c'est une façon d'habituer le regard du spectateur. Il l'expliquait lui-même en disant « On ne voit vraiment John Merrick que lorsqu'on a eu le temps de s'attacher à lui. Le spectateur fait l'apprentissage de cette contradiction entre apparence et identité afin de pouvoir tenir le regard face à Merrick, de l'humaniser entièrement. » Ce qui rend Elephant Man d'autant plus brillant, c'est la force avec laquelle David Lynch s'empare d'un scénario qui n'est pas le sien. Combien de jeunes cinéastes se seraient fait bouffer artistiquement sur un deuxième long métrage de ce genre ?
un film de commande pour un studio avec un producteur célèbre, des stars à diriger. Mais dès les premières images, Lynch nous rassure. On est dans un film de David Lynch. Des effets de fondu, de transparence, toujours ce travail acharné sur l'obscurité qui continue la quête visuelle de Eraserhead, ce travail du son avec le Londres industriel, le grincement des rouages, tout le style du cinéaste s'impose largement au-dessus de ce qui aurait pu n'être qu'un simple film de commande désincarné ou académique. Les visions cauchemardesques sont présentes. La séquence de théâtre explore déjà la passion du cinéaste pour le magicien d'Oz et pour les collages. Et le final, avec ce visage dans la lune, c'est un copier-coller du style Eraserhead, avec évidemment en prime un hommage sublime à Méliès. Et au final, même dans les thématiques, Lynch parvient à s'exprimer. On parle de différence, on parle du rêve, on parle de spiritualité, d'humanité, et le film annonce cette place prépondérante des femmes dans le cinéma de David Lynch. La première touche d'humanité envers Merrick, elle vient de Anne Traves. C'est la seule qui ressent l'empathie d'une mère envers lui, qui pleure sans chercher à l'exploiter ou à lui extraire des informations. Et le plus beau rayon d'humanité viendra de Madge Kendall, de cette scène absolument bouleversante dans laquelle les deux personnages récitent du Shakespeare. Then have my lips, the sin that they have took. C'est également elle qui lui donnera un véritable moment de gloire, de reconnaissance, juste avant le final déchirant. Sans oublier le personnage de Mother's Head, une figure d'abord autoritaire, puis maternelle, protectrice. Et au final, déjà, dans Eraserhead, la femme du radiateur était le déclencheur émotionnel, l'espoir, le remède contre la peur. En 2 films à peine, on comprend que les femmes seront la clé du cinéma de David Lynch, et paradoxalement, il faudra attendre ces 2 derniers longs métrages pour voir à quel point ce sera le cas. Une fois ce triomphe passé, David Lynch est devenu d'un seul coup la sensation hollywoodienne que tout le monde s'arrache. Même George Lucas contacte le cinéaste pour qu'il réalise Le Retour du Jedi. I was asked by George to come up to see him and talk to him about directing, which would be the 3rd Star Wars. You know, George is a guy that does what he loves, and I do what I love. The difference is, what George loves makes hundreds of billions of dollars. And he showed me these things called Wookiees. And now this headache is getting stronger. I kind of crawled into a phone booth and phoned my agent. I said, there's no way I can do this. À ce moment-là, Lynch veut surtout relancer Ronnie Rocket, mais là encore, ça ne va pas prendre. Et puis c'est au tour du producteur Richard Roth de contacter David Lynch. Il aimerait lui confier l'adaptation du roman Dragon Rouge de Thomas Harris, le 2e volet de la saga littéraire consacrée à Hannibal Lecter. David Lynch refuse, et ce projet sera renommé Le 6e Sens, c'est d'ailleurs Michael Mann qui le réalisera en 1986. Mais il y a un monde parallèle dans lequel c'est David Lynch qui filme en premier le personnage d'Hannibal Lecter au cinéma. C'est finalement le producteur Dino De Laurentiis qui va signer David Lynch pour son prochain film, et ce film, vous le connaissez, c'est une adaptation de Dune. Bon, la première partie est déjà suffisamment longue comme ça, on va pas se rajouter 20 minutes, de toute façon j'ai déjà fait un épisode de Flopbuster sur Dune, j'ai pas grand chose à rajouter, donc là encore, ça va s'afficher quelque part à l'écran, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Cette expérience, elle va mal se passer, vous le savez, mais elle va donner une leçon à David Lynch, toujours exiger le Final Cut, et c'est quelque chose qui le suivra toute sa carrière. This idea, never, ever do a film without final cut. Ce qui m'a toujours fasciné avec le cinéma de David Lynch, c'est cette façon qu'on a de souvent tous le ressentir de manière très différente et pourtant souvent très intime. C'est quelque chose qui m'a semblé évident lorsque David Lynch nous a quittés. Je n'avais jamais vu autant de bienveillance collective sur les réseaux sociaux pour célébrer un artiste. Et ça m'a donné envie, pour chaque épisode de cette rétrospective, de donner la parole à d'autres personnes, à des camarades vidéastes, podcasteurs ou critiques cinéma, et de leur demander simplement quel est leur rapport avec le cinéma de David Lynch. Vous allez le voir, certains l'adorent, d'autres ont eu beaucoup plus de mal à adhérer avec son univers, mais l'idée c'était simplement de montrer à quel point David Lynch c'est un cinéaste avec lequel on a forcément un lien intime. Qu'on soit fasciné, déconcerté ou dans le rejet de ce qu'il nous propose, on ne peut pas rester indifférent face au cinéma de David Lynch.
Pour ce premier épisode, j'ai donné la parole à Vincent de la chaîne L'Entracte. C'est une chaîne super intéressante qui mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés, donc franchement, allez jeter un œil à son travail. Alors personnellement, j'ai pas un rapport si particulier que ça avec le cinéma de David Lynch. En vrai de vrai, je me suis vraiment intéressé à cet art au cinéma. Et j'avoue que Lynch, c'est pas le premier gars que j'ai regardé. Alors j'ai toujours un peu connu de nom, car c'est pas n'importe qui, mais j'avais jamais vraiment jeté un œil sur ce qu'il avait fait. Et c'est peut-être difficile à croire, mais je jure que c'est vrai, la première fois que j'ai vraiment mis un visage sur ce gars, c'était avec sa chaîne YouTube The David Lynch Theater, où il parlait tous les jours de la pluie et du beau temps. Comme entrée en matière, je pense qu'on peut pas faire plus bizarre. Mais ça m'est tout de même assez resté en mémoire, pour qu'un soir, quand un pote me propose de voir le tout premier film Dune, fait par David Lynch justement, eh bien j'accepte. Et je vais pas y aller par quatre chemins, mais j'ai clairement pas accroché. J'ai trouvé le film mauvais au possible, et j'avoue que ça m'a pas tellement donné envie de mater ses autres films. En fait, faut se dire qu'à ce moment-là, il y avait le Dune 1 de Villeneuve qui sortait au cinéma, et que j'avais vu justement. Et passer d'un tel film à celui de Lynch, ça a clairement été une douche froide. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais vraiment, son film Dune, il est mauvais. Je trouve que l'intrigue va beaucoup trop vite, donc on s'attache pas assez aux personnages, et arrivé à un certain point, on n'y comprend plus rien. Ou du moins, je n'y comprenais plus rien. Et les effets spéciaux sont grotesques, sérieux, c'est pas possible. Ça, c'est ce que je m'étais dit quand je l'avais vu la première fois, il y a quelques années. Et je le pense toujours d'ailleurs actuellement, surtout le point sur l'histoire. Par contre, les VFX avec du recul, quand tu regardes en quelle année le film il a été fait, tu te dis qu'en vrai c'est assez normal d'avoir fait ça, et en vrai ça passe. Et du coup avec notre regard des décennies plus tard, c'est normal que ça a très mal vieilli. Mais bon voilà, ma première entrée dans le cinéma de Lynch c'était pas trop bien passé, et ça m'a complètement bloqué pendant un moment. Jusqu'à ce que, sans trop de raison, je me prenne un abonnement à une plateforme de streaming qui s'appelle Mubi. Et que je constate que David Lynch, en fait c'est un gars qui a fait une chier de courts-métrages en fait. En plus de tous les films pour lesquels il est connu, ce gars a fait énormément de mini-films. Des trucs plus ou moins intéressants, ça j'en conviens, mais en vrai ça n'a que peu d'importance. Celui qui m'a le plus marqué c'est What Did Jack Do. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est juste génial. Et c'est pas révolutionnaire, mais ça porte la patte de Lynch. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à conclure cette première partie de rétrospective. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire simplement en cliquant sur le lien et en utilisant mon code promo. Cette vidéo m'a littéralement demandé des mois de travail, de recherche, d'écriture, de montage, donc n'hésitez pas à la partager, à liker, vous abonner, à commenter pour faire vivre la chaîne. Je sais que c'est un petit peu dur quand il y a des longues pauses comme ça avec l'algorithme YouTube. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de notre rétrospective. Et cette fois-ci, on ira de Blue Velvet à Lost Highway.